Christophe Salin a grandi dans la précarité, dans un environnement où rien ne laissait imaginer la vie qu'il construirait. Pourtant, grâce à une immense détermination, quelques rencontres décisives et un ordinateur qui lui a littéralement ouvert le monde, il s'est émancipé, a entrepris, a réussi. Mais ce qui rend Christophe unique, c'est ce qu'il a choisi d'en faire. Transformer sa propre histoire en force pour aider les autres. À travers Queerasio, il change concrètement des vies, une par une, avec une bienveillance radicale. Dans cet épisode de Censorship, on parle de résilience, d'identité, d'injustice et de ce qui peut naître quand quelqu'un décide de tendre la main. Bonjour Christophe, bienvenue. Bonjour, merci de m'avoir invité dans ce podcast. Merci d'être venu, je suis ravie de te recevoir. Est-ce que pour nous lancer, tu veux bien te présenter un peu à nos auditoristes ? Alors, je m'appelle Christophe Salin, je suis entrepreneur, investisseur, rentier. Et depuis 2023, je suis président de la fondation privée Queerasio, qui œuvre en faveur de l'insertion sociale et professionnelle des LGBTQIA+. D'accord. J'ai envie qu'on commence vraiment au début et que tu nous parles un petit peu de comment c'était ton environnement, dans quel environnement tu as grandi, qu'est-ce qui t'a Alors moi, c'est un peu difficile de parler de mon enfance. C'est parce que j'ai très peu de souvenirs positifs finalement de cette période. Je suis né dans un milieu extrêmement pauvre, à la fois financièrement mais aussi intellectuellement. Je crois que j'ai manqué de tout, y compris de câlins. J'ai connu la faim, le manque de tout, d'argent, les huissiers de justice, les changements de résidence principale régulièrement. Donc ouais, c'était plutôt une période assez difficile. Et malgré ça, je pense que je savais depuis tout petit, mais vraiment depuis tout petit, que j'étais pas à ma place et qu'il fallait que je fasse autre chose et que je ferais autre chose en fait. Voilà. Et donc dans cette précarité, c'est plutôt de la force qui est venue te nourrir ou une envie de te sortir de là? Qu'est-ce qui a déclenché ça, tu penses? Je crois que j'avais tout le temps cette envie de me sortir de là, en fait. Je pense que... Enfin, je crois. Bon, maintenant, je le dis, je suis plus vieux, donc c'est un peu ce que je pense, mais je pense vraiment, j'observais et je me disais, mais c'est pas pour moi, cet endroit, ce milieu, il n'est pas pour moi, et donc il faut que j'en sorte à tout prix. Mais en même temps, j'avais conscience que j'avais cet emprisonnement jusqu'à ma majorité, et donc... qu'il fallait que j'attende patiemment pour pouvoir enfin prendre ma liberté, en fait, comme les prisonniers. Et le levier pour t'émanciper, ça a été quoi, les études? Alors non, parce que dans le milieu dans lequel j'étais, les études, c'était pas important. Et je crois qu'on me surnommait le lintello, en fait, donc c'est un peu bizarre, en fait. Mais c'est vraiment... Moi aussi. Quand... j'aime pas trop en parler, parce que ce film est un peu bizarre, mais j'ai souvent tendance à me comparer aux deux Kénois dans La vie est un long fleuve tranquille, c'est-à-dire le petit garçon qui est dans un milieu qui n'a rien à voir avec le sien, en fait. Et c'est un peu ça, ma vie, en fait. Et donc, ce qui m'a, moi... motivé ou en tout cas donné envie de m'émanciper, je crois, je crois qu'on en parlera peut-être après, mais c'est l'ordinateur en fait. Et c'est ça qui m'a permis de créer ce que j'ai créé aujourd'hui en fait. Donc du coup, tu as été autodidacte dans ce milieu? Alors, moi j'ai été autodidacte, oui. J'ai commencé à travailler avec l'ordinateur à l'âge de 10 ans. Donc, mes parents étaient divorcés, donc mes parents ont divorcé assez tôt. Et j'avais la chance d'avoir, parce que quand mon père a déménagé à Rennes, j'avais la chance qu'on puisse passer un week-end entier chez mon père. Pour moi, c'était un moment important. J'attendais avec impatience ce week-end. Sauf quand j'étais puni, parce que des fois, c'était la punition qu'on m'infligeait, c'était de ne pas pouvoir voir mon père, donc c'était un peu dur. Mais bon, en tout cas, quand ça se faisait, un jour, mon père m'a montré un petit boîtier rouge, une sorte de clavier, et il m'a dit que c'était un ordinateur. Donc, c'était un Alice fabriqué par Matra. Et je me suis emparé de ce truc. Alors, c'était drôle parce qu'il n'y avait pas de disquette, donc tout ce qu'on écrivait était perdu. Et le mois suivant, il fallait recommencer.
Et donc pour pouvoir ne serait-ce que jouer à un jeu, puisqu'à l'époque c'était des jeux du pendu, des choses comme ça, et donc il fallait réécrire le code. Et c'est là où j'ai appris à écrire du code. Parce que forcément, j'avais le livre, je retapais le code, je me trompais, je faisais des bugs. Et donc j'ai eu cet entraînement, en fait, finalement. Et j'ai passé des heures et des heures et des heures. Quand j'allais chez mon père, je ne dormais pas. Je revenais chez ma mère, j'étais complètement... mais c'était pour moi... je savais que c'était ça, en fait. Et c'est vraiment ça qui m'a sauvé la vie, en fait, je pense. Et alors, donc tu t'as appris à coder tout seul. Ouais. Et quel a été le cheminement après ? Le cheminement après, c'est que moi, ça n'allait pas du tout avec ma famille. Donc quand j'ai eu enfin 18 ans, parce que pour moi, c'était vraiment la liberté, vraiment le Graal, j'ai décidé de partir pour Paris. Je suis parti en abandonnant tout ce que j'avais, mais vraiment, j'étais hébergé chez des gens. Et puis j'ai commencé à chercher du travail. Parce que dans toute mon enfance, j'avais au moins une référence et que mon père a toujours travaillé. Donc, et tu avais cette éthique du travail. Ouais. Pour moi, de toute façon, gagner sa vie, c'était travailler. Il n'y avait pas d'autres solutions. Et donc, je me souviens, à Paris, j'étais tous les matins à l'agence de l'emploi. Et à l'époque, comme je n'avais pas de diplôme, je ne pouvais pas revendiquer un poste dans l'informatique, forcément. Et donc, je prenais des postes d'opérateur de saisie, parce que je savais très bien à l'ordinateur. Et là, donc, dans cette salle, à un moment donné, puisque j'y allais tous les jours, et puis alors, à chaque fois, pour avoir un emploi, il fallait rencontrer un conseiller ou une conseillère. Sinon, on ne vous donnait pas le numéro de téléphone pour appeler. Et là, un jour où on était une vingtaine de personnes à attendre, il y a une femme noire qui sort. Alors, je me rappellerai toujours parce qu'elle mâchouillait une petite brindille. Et elle scrute toute la salle, elle tend du doigt, elle dit « Lui, il a pris rendez-vous avec moi ». Je sais même pas vrai. Et donc, je la rejoins dans son bureau, elle me demande ce que je sais faire, je lui parle de mes capacités en informatique, je lui explique la situation. Et elle prend son bottin, elle appelle toutes les boîtes de Paris. Et là, elle me trouve un CDI dans l'heure. C'est incroyable. Et donc, c'est une des personnes qui a changé ma vie parce qu'elle m'a permis d'évoluer professionnellement. Alors, c'était un poste de technicien hotline à l'époque. Ouais. Donc, c'était dans une boîte de logiciels de comptabilité, qui fabriquait des logiciels pour les experts comptables. Donc, je devais répondre à leurs clients au téléphone quand il y avait des bugs ou des choses qui ne fonctionnaient pas, etc. Et puis, à ce moment-là, il y a le père du patron de la boîte qui vient me voir quelques jours après et qui me dit sur un ton assez ferme, « Venez avec moi ». Oh, je me suis dit, j'ai eu très peur. Tu étais tout jeune. Oui, j'étais super jeune. Je me suis dit, qu'est-ce que j'ai dit ? J'ai dû dire un truc pas bien à un client et je vais être licencié. Parce que pour moi, c'était vraiment une chance. Je me souviens que quand j'ai eu ce poste-là, le matin, j'étais super heureux d'aller au boulot parce que je me disais, enfin, il y a quelque chose qui change pour moi. Et là, il me dit, venez voir les développeurs. Je dis, oh là là. Je dis, bon. Et on arrive sur le seuil de la porte du grand open space des développeurs. Donc moi, j'en menais pas large. Et là, il me montre un bureau, il me dit, c'est là votre bureau maintenant. Je vous ai repéré, et donc vous allez devenir développeur, on va vous former. C'est un truc incroyable. Moi, j'ai que des histoires comme ça. C'est que le truc incroyable. Et là, je deviens développeur. C'est-à-dire qu'en fait, c'est des gens qui me donnent ma chance, qui m'apprennent. Donc là, j'ai fait du langage plus poussé, du langage C notamment. Et donc, j'ai participé à la création des logiciels d'expertise comptable. Et puis, en parallèle de ça, j'ai rencontré, alors complètement de manière fortuite, une personne qui s'appelle Sébastien Sochard, qui était le petit copain d'un de mes amis. Et donc, j'ai rencontré dans le cadre amical. Et puis, à un moment donné, Sébastien a voulu lancer Internet en France. Il était passionné par ça, il voulait absolument amener Internet. Il avait pour business angel Xavier Niel, à l'époque. Et donc, voilà, donc il a créé le fournisseur d'accès à Internet. Et comme moi, je continuais à développer, j'avais développé des logiciels pour lui à la maison, en plus de mon travail. Un jour, il est allé à Londres, il a vu EasyNet, pardon. EasyNet, parce qu'à l'époque, c'était très compliqué de se connecter à Internet. Ouais. La configuration était compliquée, il fallait configurer plusieurs fichiers, le mail, le FTP, etc. Enfin, bon, aujourd'hui,
d'une simplicité, mais enfin, bon, à l'époque, c'était compliqué. Et donc, ça nécessitait pour les gens d'aller dans les fichiers, de modifier, de mettre leur adresse email, leur mot de passe, c'était un peu compliqué. Et donc là, il revient, puis c'était le truc de Sébastien, c'était ça, il me dessinait sur un bout de papier sopalin ce qu'il voulait. Et il me dit, je veux ça. Parce que EasyNet, oui, ça, avait développé une sorte d'interface qui permettait à un endroit unique de mettre son adresse email et son mot de passe, et ça allait le configurer partout. Donc je redéveloppe ça. Donc je me souviens, je l'avais appelé NetWizard, je crois. Et quand Sébastien vient dîner à la maison avec son copain, je lui montre ce que j'ai fait. Alors là, c'est renommé immédiatement en WorldNet Access. C'était distribué à 5000 exemplaires à la FNAC. Et c'est important pour moi parce que quand vous regardez sur YouTube, vous cherchez des vidéos de Xavier Niel, quand il démarre sur Internet, le logiciel qu'il utilise, c'est le mien. Et donc c'est assez... Et quelques temps après, donc WorldNet est passé de 0 abonnés à 5000 abonnés. Ils ne savaient pas du tout les gérer. Il y avait des problématiques de double prélèvement. Enfin bon, la gestion des clients par abonnement, c'était quelque chose de très nouveau. Il n'y avait pas de logiciel de gestion qui permettait de le faire. Et donc là, il a décidé de m'embaucher en tant que directeur recherche et développement. Alors comme ils n'avaient pas de moyens, j'ai d'abord été embauché par Xavier Niel. Et en attendant que WorldNet puisse avoir plus de moyens. Et donc c'est moi qui ai écrit tout le système de gestion facturation du fournisseur d'accès. Et quand je suis parti, on facturait 70 000 abonnés par mois. T'as quel âge à ce moment-là? J'ai moins de 30 ans. Donc, j'ai eu la chance, avec Sébastien, avec qui je m'entendais super bien. C'est vraiment quelqu'un, d'abord, qui fait partie des gens que j'ai admirés et qui seront tout le temps des modèles. J'ai eu la chance qu'à un moment donné, on faisait du sport ensemble. Quand on avait fini le boulot, on allait faire du sport ensemble. Et puis un jour, il m'annonce que 60 millions de consommateurs nous a dézingués dans leur magazine en tant que hotline de fournisseurs d'accès. Et la hotline, c'était super important à l'époque. On l'a sous-traité à l'époque. On l'a sous-traité à une société à Amiens. Et là, il me dit, OK, tu vas devenir gérant, je te file... on va créer une filiale et tu vas embaucher 30 salariés. Donc, c'était un truc incroyable, en fait. Et donc, voilà, donc j'ai géré cette filiale. Et ensuite, donc, il faisait essentiellement la hotline. Donc, il a fallu recruter de toute urgence 30 jeunes, les former. J'ai écrit à l'occasion un logiciel assez rapidement qui permettait de faire en sorte, un peu comme, parce que j'aimais bien jouer à ça quand j'étais petit, c'était les livres dont on est le héros, où on avait une histoire, puis après il fallait choisir 1, 2 ou 12, puis on se retrouvait à une autre page, et puis ça faisait une histoire complètement différente. J'ai réutilisé ce principe, mais pour la hotline, en reprenant, puisque je connaissais bien pour avoir écrit le logiciel de gestion client, donc du coup je connaissais toutes les problématiques forcément, donc j'ai réécrit à toute vitesse le logiciel pour faire en sorte que les techniciens, bien qu'ils n'ayant aucune formation, puissent simplement, en suivant l'écran, avec des cases à cocher, puis selon le même principe, les amener à donner une réponse exacte au client qui était à l'autre bout du fil, en fait. Donc voilà, et ça c'est la magie de Sébastien, c'est que lui, quand il disait demain il y a Microsoft dans mon bureau, c'est vrai, on ne le croyait pas, mais il y avait Microsoft qui venait dans son bureau. On a pu vendre à Sagem, à Neuf Télécom et à La Poste, donc on sous-traitait ensuite le service hotline. Donc après, j'ai eu envie de créer ma propre boîte. Donc j'ai créé NetInnovation et nous commercialisions des systèmes de commerce électronique pour les entreprises. Donc à l'époque, c'était tout nouveau. On a quand même eu 600 clients. Voilà. Et ensuite, ça a été redistribué. Et puis à la fin, c'est devenu la solution exclusive de Tiscali. Donc voilà. Ascension fulgurante. Ben ouais, c'est assez impressionnant. C'est très très impressionnant. Et à chaque fois, c'est des rencontres. À chaque fois, ce sont des gens qui étaient là et qui, sans rien demander en retour, m'ont permis de faire quelque chose et m'ont permis de m'élever. Alors c'est vrai qu'il y a la chance, et la chance ça se provoque, mais en même temps, voilà. Donc c'est toute mon histoire et c'est un peu ce qui fait mon parcours à moi, en fait. C'est mon fil rouge les tous les rencontres. jours. Voilà. Les rencontres et puis le changement que ça induit. Parce qu'à chaque fois, moi, c'est quand même une étape Bien sûr. Très importante dans ma vie. Donc voilà. Donc cette entreprise que tu as fondée, tu l'as revendue? Ouais, j'ai pu investir dans l'immobilier. D'accord. Donc
Et donc, c'est ce qui me permet depuis 10 ans de ne plus avoir besoin de me lever le matin. Donc, pas pour travailler, pas pour alors, gagner un salaire à la fin du mois, je travaille en quand même tout parce cas. que c'est moi qui gère tous mes biens immobiliers. Oui. Je ne passe pas par une agence, donc c'est quand même du travail. Ça se fait pas tout seul. Et je paye beaucoup d'impôts. Donc voilà. Et donc de fil en aiguille, moi je me suis demandé, puisque je considère que moi je me suis séparé de ma famille, puisque alors je m'entends pas je m'entends bien avec eux, mais il y a tellement de différences, tellement de choses qui nous séparent que c'est difficile de rester 1 heure avec ces personnes, puisque on ne partage rien en fait finalement. Et donc c'est là où je me suis posé la question de ce que j'allais faire de tout ça après. Et donc moi, depuis que j'ai l'âge de 25 ans, je vais faire une fondation. Alors je ne sais pas pourquoi, c'est comme ça. Je savais que je ferais une fondation. À l'époque, je n'avais pas les moyens. Et puis je disais tout le temps, le jour où je gagnerai au loto, je ferai une fondation pour les LGBTQIA+. C'était jusqu'au jour où je me suis rendu compte que cet argent, je l'avais finalement, et que je n'avais pas besoin de gagner au loto, et qu'il fallait juste que je me lance. Donc, et puis il y a eu aussi la crise du Covid qui nous a, je pense, tous saisis d'une manière ou d'une autre. Moi, ça m'a saisi en ce sens que je me suis rendu compte que je pouvais mourir plus tôt que prévu. Alors, c'est pas que je voulais mourir, hein, mais c'est que tout d'un coup, il pouvait y avoir des événements extérieurs qui faisaient que, oui, la vie pouvait basculer du jour au lendemain. Et donc, c'est là où j'ai accéléré avec mon mari. On a décidé de faire un leg à la Fondation de France. Parce qu'on voulait que tout cet argent, tout le fruit de cette vie de travail puisse être réutilisé de manière qui corresponde en tout cas à nos aspirations personnelles à tous les deux. Ce sont des gens très gentils, la Fondation de France. Donc, seul problème, c'est que ce qu'ils défendent, les causes qu'ils défendent ne correspondent pas vraiment à ce que nous, on voulait faire. Et donc, même si à un moment donné, ils ont proposé de faire une fondation sous égide, donc Fondation Abrité, où on ne gère pas forcément, ils gèrent pour nous, et nous, on est un petit peu plus libre de nos actions, on va dire. Donc, on choisit un peu là où on veut investir, puisque ça reste de l'investissement quand même. C'est de l'investissement humain, mais ça reste de l'investissement quand même, qui n'amène pas de rentabilité, et c'est bien. Et donc voilà, donc nous on a préféré carrément faire notre propre fondation. Et donc, sous égide de personnes. Pas sous égide du coup. Okay. Je suis tombé en lisant, en achetant un bouquin notamment sur les fondations privées, je suis tombé sur cette structure des fonds de dotation qui permet justement d'avoir exactement les mêmes pouvoirs qu'une fondation. Donc on a exactement les mêmes pouvoirs que la Fondation de France aujourd'hui. La seule différence, c'est qu'on n'a pas le droit à l'argent public. Et on n'a pas le droit à l'impôt sur la fortune immobilière. Mais sinon, on a exactement le même fonctionnement. Et donc la différence qu'il y a par rapport à une association, c'est plutôt des moyens qu'on met entre nous pour créer une mission, alors qu'une fondation privée, c'est plutôt d'abord la recherche de financement et ensuite de faire quelque chose de plus pérenne, je pense, dans le temps. D'abord parce que nous, on peut recevoir des legs, notamment, parce qu'une association, c'est plus compliqué. On peut gérer des entreprises, on peut détenir des titres de portefeuille. Enfin, c'est beaucoup plus... en tout cas, ça me correspondait plus, on va dire. Donc, c'est un fonds d'investissement, mais à caractère caritatif. Alors, c'est forcément d'intérêt général. C'est obligatoire. Ouais. On n'existe pas si on n'est pas d'intérêt général. Contrairement à une association, d'abord, on dépend du ministère de l'Intérieur. Une association, il n'y a pas forcément de vérification quand vous déposez vos statuts. Il y a quand même un minimum, j'imagine. Mais moi, je me souviens, quand j'ai déposé les statuts du fonds de dotation, ils ont bien vérifié l'intérêt général. Puisque à partir du moment où on existe, on est d'intérêt général. On n'a pas besoin d'avoir de rescrit fiscal comme une association. Et après, il y a 2 types de fonds de dotation. Il y a ce qu'on appelle les fonds distributeurs. Alors, pour en citer un comme ça qui me vient en tête, je pense au fonds Link, qui est un fonds qui organise, je crois, tous les ans un événement et qui récolte des fonds pour l'association AIDS. Donc, ils organisent des soirées caritatives. AIDS, c'est l'association. AIDS, c'est l'association qui, pour les malades pour les personnes atteintes du VIH. Donc, c'est ce qu'on appelle un fonds redistributeur. Il lève des fonds, il redistribue. On ne peut redistribuer qu'à des associations, on n'a pas le droit de distribuer aux particuliers. Et ensuite, vous avez ce qu'on appelle les fonds opérateurs. Et les fonds opérateurs, c'est un mix entre les associations et les fonds distributeurs. C'est qu'à la fois, on va chercher des fonds.
Et puis, on choisit nous-mêmes de mettre en œuvre, alors avec des associations partenaires. Et puis enfin, la grosse différence qui apparaît pour une association, c'est que je suis le premier financeur de Queerasio, puisque moi j'ai investi ma fortune personnelle. Je crois que c'est ça la grosse différence en fait. Moi je suis bénévole à vie, donc tous les administrateurs sont bénévoles. C'est vraiment une recherche de faire quelque chose. Donc c'est une... Voilà, donc, Et cette envie de faire quelque chose, j'ai envie de te demander d'où elle te vient, parce que je remarque quand tu me racontes ton histoire tout à l'heure, tu n'as pas mentionné des difficultés particulières liées au fait d'être homosexuel. Ça ne veut pas dire qu'il n'y en a pas eu, mais ce n'est pas venu en premier. Donc qu'est-ce qui motive? Alors, ce qui motive... Ou est-ce que c'est ton expérience personnelle? Moi, c'est d'abord mon expérience professionnelle, personnelle. C'est le fait d'avoir été aidé. C'est le fait d'être né dans un milieu extrêmement pauvre intellectuellement et financièrement et de se dire que normalement, moi, ma vie, elle devait être différente. Ouais. C'est-à-dire que si on prend comme ça une photo, on dit, bon, bah voilà, ce garçon, il fera ça, ou voilà, au mieux. Voilà. Mais j'ai un autre parcours. Et si j'ai ce parcours-là, c'est parce qu'il y a eu à un moment donné des rencontres avec des gens qui n'attendaient rien en retour. Moi, je pense encore une fois à cette femme de Pôle emploi. Je pense aussi j'en ai pas parlé tout à l'heure, mais je pense à ce proviseur. Moi, quand j'étais en 3e de collège, on m'a dit tu vas redoubler ta 3e. Et là, j'ai dit au professeur principal, je lui ai dit oh non, par pitié, donnez-moi n'importe quoi, mais pourvu que je sois en internat. Et donc là, ils m'ont envoyé en électricité. Alors, bon, je suis hyper calé en électricité. Ça ne me plaisait pas nécessairement, mais en tout cas, moi, c'était mon échappatoire parce qu'en fait, je ne voulais plus me réveiller la nuit en entendant ma mère se faire frapper. Et donc, pour moi, être en internat, c'était une façon pour moi de me sortir de ça. Et je me souviens que j'étais chef de classe et qu'à la fin de la première année, il y a eu ce proviseur qui était là, qui ne devait pas être là normalement. Et quand ça a été mon tour, les profs ont demandé ce que je pensais de moi. Alors bon, moi, je ne suis pas du genre... Généralement, je ne suis pas dans l'auto-jugement. Je trouve que c'est assez suffisant et moi, c'est pas du tout mon truc. Donc, je leur ai dit, bah, c'est vous qui allez dire ce que vous pensez de moi. Et ils m'ont dit, il n'y a pas de problème, tu vas passer en 2e année. Et là, encore une fois, c'est assez incroyable ce qui se passe. Ce monsieur prend la parole, il dit non, il n'ira pas en 2e année. Il dit, il s'adresse à moi, il me dit, ça fait 1 an que je vous vois à toutes les récréations, le nez collé à la vitre des élèves qui sont en comptabilité et en droit et en économie. Je prends de mon pouvoir pour vous y envoyer. C'est un truc de dingue. Donc moi, j'ai vraiment une vie de dingue, en fait. Et moi, j'ai créé Queerasio pour ça. Parce que je me dis, c'est pas parce que on est né dans tel milieu, c'est pas parce qu'on a telle identité de genre, telle sexualité, c'est pas parce qu'on est rejeté que forcément, la vie peut pas changer pour nous aussi. Et donc, c'est ça, tout Queerasio, c'est ça, en fait. Alors, l'LGBT, parce que moi, je suis LGBT, parce que je suis quelqu'un qui est très sensible à l'injustice. Donc je soutiens beaucoup les personnes transgenres parce que je considère que c'est une injustice de dame nature déjà dès le départ et je considère que nous les humains, en plus de ça on en rajoute en n'acceptant pas, en ne faisant pas l'effort de comprendre et surtout en ne se positionnant pas à la place de l'autre, parce que si on se met 2 secondes à la place de l'autre, alors on se dit oh, c'est incroyable ce que la personne doit endurer chaque jour. Et donc moi, quand je peux permettre à une personne, je pense à Ali, qui était un garçon trans, qui nous raconte qu'il a eu des difficultés pour aller dans son parcours scolaire et nécessairement dans son parcours professionnel, et qu'à chaque fois il est obligé de faire un coming out permanent, parce que on n'a pas toujours la carte d'identité qui va bien, ou le physique qui va avec l'identité de genre. Et là, il me dit, il m'écrit, j'ai découvert des talents de ma sœur et j'ai envie d'être ma sœur et j'ai envie de me mettre à mon propre compte. Et il dit, j'ai besoin d'une formation parce que Pôle emploi ne me la finance pas. Donc, on a financé sa formation. Et non seulement on a financé sa formation, mais comme sa formation elle avait lieu à 200 km de chez lui, on a financé 11 000 hôtels, les trajets, des billets de train pour qu'il aille en formation. Et moi, je trouve ça dingue. Et là, je reboucle avec mon parcours à moi. Parce que je me dis, Ali, j'ai été là à un moment donné pour lui, et peut-être, j'espère, que comme moi, tu l'intervieweras un jour, alors je sais pas, il est plus jeune, mais, pour lui demander, mais pourquoi ?
Pourquoi cette vie, ce parcours? Donc nous, on n'a que des histoires comme ça, en fait. On intervient à un moment donné pour changer le parcours des gens. Et c'est vraiment ça, Queerazio. Et puis souvent, quand on est LGBTQIA+, on a une rupture familiale. Parce qu'on est d'abord incompris dans sa propre famille. Alors parfois, ça se passe bien. Et heureusement que ça se passe bien parfois. Parfois, ça ne se passe pas bien. Et on est souvent seul. Et donc moi, je pense à toutes ces personnes. Et je me dis qu'aujourd'hui, tout ce que j'ai fait, tout mon parcours perso, je trouve que ça boucle la boucle, en fait. Et ça a du sens. En fait, tu peux pas rendre l'appareil aux gens qui t'ont aidé, Non. mais tu rends pas de l'avant. En anglais, on dit pay it forward. Et vraiment, et dans l'idéal, les gens que tu aides seront un jour en position d'aider d'autres gens. C'est ce que j'espère. C'est la chaîne. C'est ce que j'espère. Là, un jour, je discutais avec une personne, je me disais, mais tu leur demandes pas merci, tu leur demandes te remercier après, etc. Je dis, non. Non, moi, ce que je veux, je le saurai peut-être jamais, mais ce que j'espère en tout cas, c'est que demain, ça change. Dernièrement, on a aidé un homme transgenre qui nous a écrit une phrase qui m'a bouleversée. Moi, je suis toujours bouleversée quand je lis les demandes. Et qui m'a écrit « J'ai attendu 39 ans pour m'assumer en tant que garçon. » Donc, il est papa d'un petit garçon. Et j'ai enfin la possibilité d'être moi, mais je n'ai pas les moyens. Et il nous demandait de l'aide pour sa mammectomie. Et c'est dingue de se dire qu'on peut faire ça, quoi. Je veux dire, on a... c'est pas tant d'argent, finalement, mais ça change la vie de la personne. Et c'est ça qui est incroyable. Et moi, ça me bouleverse à chaque fois. Enfin, j'en parle avec beaucoup d'émotion parce que moi, ça me bouleverse à chaque fois. Je me dis, oh, mais on est avec finalement un petit peu d'argent et beaucoup de bienveillance surtout. Parce que je pense que c'est ce qu'il nous raconte après, c'est que c'est la première fois de sa vie qu'il n'est pas jugé, qu'il est écouté et que quelqu'un va pouvoir enfin lui permettre d'être lui. Ça, c'est chouette. C'est magnifique. Enfin, moi, je trouve que c'est... Enfin, avoir ce pouvoir, c'est chouette, en fait. Et donc, voilà. Donc, j'espère que nous, on pourra continuer à convaincre des donateurs et des donatrices. Là, aujourd'hui, on soutient Sophie Delannoy, qui aujourd'hui est en train de traverser... la première personne transgenre qui traverse l'Atlantique en solitaire. C'est une forme d'entrepreneuriat. Et donc, on est super content d'être là pour la soutenir parce que, en la soutenant... quelque part, on soutient d'autres personnes transgenres qui, elles, peut-être n'ont pas franchi le pas, sont toujours dans l'interrogation, dans l'inquiétude, parce qu'il faut savoir que, par exemple, chez les personnes transgenres, il y a 40% de gens qui, au moins, ont fait une tentative de suicide dans leur vie. Et donc, si on peut être là, à un moment donné, pour dire, c'est possible, vous pouvez le faire, parce que d'autres l'ont fait, vous pouvez le faire, vous pouvez être vous. Et vous pouvez être vous et vivre normalement votre vie, alors faites-le. C'est une question de représentation aussi, c'est ça. Parce que du coup, Sophie Delannoy, elle va être un peu présente dans les médias. Elle l'est déjà. Elle l'est déjà, super. Donc, mais en même temps, je trouve qu'elle garde la tête sur les épaules. Ouais. C'est une personne qui a été ancienne directrice du refuge et je trouve que c'est une personne qui est authentique, qui est humaine. Je l'ai eu hier en visio et je trouve ça chouette, en fait. Donc, bien consciente du rôle qu'elle joue aussi. C'est clair. De représentation pour la communauté. C'est important, c'est magnifique. Fait. C'est très important. Alors, parlons un petit peu de Queerazio, justement. Quelles sont les problématiques que tu résous le plus souvent ou qu'est-ce qui... Alors, nous, on a 3 axes. Ouais. Le premier axe, c'est effectivement d'aider soit financièrement, soit administrativement les personnes, parce que parfois, ça peut être simplement refaire un CV. Pour permettre à la personne de prendre confiance en elle et puis de trouver un emploi. Ça peut être simplement parfois de l'écoute. Ça peut parfois d'être là pour écouter sans jugement. C'est super important en fait. Et moi je me souviens sur LinkedIn, il y avait une personne qui m'avait répondu « Oui, mais nous on est une association, on est là, on a un centre de support pour écouter les gens. » Les gens ne frappent pas forcément aux portes d'associations. C'est-à-dire que quand on est papa ou maman d'une personne, d'un petit garçon, d'une petite fille trans, on ne va peut-être pas forcément franchir tout de suite la porte d'une association parce qu'on ne sait pas ce qu'il y a derrière, etc. Et quand on repère une personne qui semble être bienveillante et inclusive, moi j'ai eu le cas avec une personne qui m'avait repéré comme ça et qui voulait entrer en contact avec moi par téléphone. Et je l'ai eu au téléphone. Et ce papa, il avait juste envie de me dire qu'il était fier de son garçon transgenre. Et il voulait juste m'en parler, me dire qu'il allait l'accompagner. Et moi, j'étais là pour le féliciter parce que je trouve ça beau, je trouve ça chouette.
Donc voilà, voilà. Donc nous, nos problématiques aujourd'hui, c'est le financement, parce qu'on ne se rend pas forcément compte, je pense, quand on n'est pas LGBT, je pense qu'on ne se rend pas forcément compte des difficultés qu'on rencontre. Je pourrais vous citer, par exemple, les personnes intersexes, par exemple. Ça n'a rien à voir avec la sexualité, ça n'a rien à voir avec l'identité de genre. Vous avez des personnes qui ne sont pas reconnues parce que on a un modèle, nous, qui fait qu'on a soit des hommes, soit des femmes, mais entre les deux, pourtant c'est scientifiquement prouvé, on peut avoir soit une différence à la naissance, soit au moment de la puberté. Et ça peut être très compliqué. Moi, j'ai mis des posts sur LinkedIn où je montrais Clémence. Clémence, c'est une femme. Elle est née femme. Elle est femme. Elle s'identifie comme une femme. Et pour autant, Clémence, à l'âge de 15-16 ans, elle a une pilosité impressionnante qui s'est développée. Donc, on est typiquement dans le cas d'une personne intersexe. Ce qui fait qu'aujourd'hui, on pourrait penser qu'elle est un garçon. Alors elle le dit en riant, elle n'ose pas aller dans les toilettes des filles parce qu'elle a peur de se faire jeter du fait de son apparence fille. Mais on ne se rend pas compte de ce que les gens peuvent vivre, en fait. Et Clémence, c'est une femme. Et donc nous, on a un peu ce rôle, à travers la radio, donc le podcast qu'on a lancé l'année dernière, d'expliquer, voilà, ces personnes, et d'expliquer avec des mots extrêmement simples, parce que moi je me suis rendu compte que dans notre communauté, parfois, on a un peu tendance à être virulent envers l'autre dès lors où la personne vient poser des questions. Je pense par exemple, il y a un mot qui est beaucoup employé, qui est le terme cisgenre. Vous avez pas mal de gens qui ne savent pas ce que ça veut dire, et quand vous allez voir certaines personnes dans la communauté qui vous disent « mais qu'est-ce que ça veut dire cisgenre ?» Vous prenez un scud, parce que c'est pas normal que vous ne sachiez pas. Moi je dis si. On a le droit de ne pas savoir. Et donc, nous, dans le podcast, par exemple, qu'on fait, on explique ces mots de façon à ce que tout le monde puisse savoir ce que c'est. Dans le podcast, on a aussi des médecins qui interviennent, qui expliquent notamment, on a un médecin qui bénévole, qui fait de très très bons podcasts, qui nous parle notamment de la contraception des personnes transgenres, de toutes ces choses. Juste pour cisgenre, ça veut dire que c'est une personne qui s'identifie au genre assigné à la naissance. En fait, cisgenre, c'est super simple. C'est la même chose que cisalpin, transalpin, cisjordanie, transjordanie. Ça veut dire cis d'un côté, trans de l'autre. Et en fait, on emploie ce terme cisgenre par opposition au terme transgenre parce que tout le monde est normal, en fait. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, la normalité, elle n'est pas d'un côté ou de l'autre. Et avant, on avait tendance à dire moi, je suis normal et puis l'autre, il n'est pas normal. C'est pour ça qu'on emploie ce terme cisgenre. Et donc, c'est important, je pense, de le comprendre et c'est important d'en parler. Donc ça, c'est le deuxième volet, c'est sur la radio. Donc, c'est d'éduquer les gens, mais toujours avec bienveillance, pas de jugement. Parce que moi, je pense toujours que derrière, il y a des parents, il y a des grands-parents qui écoutent et qui ont besoin. Moi, j'ai beaucoup de mamans qui m'écrivent ou qui s'adressent à moi en me disant « mais ma fille est lesbienne, je m'inquiète, je voudrais savoir comment elle va vivre demain. » Et c'est important, moi, je pense, de montrer qu'on peut avoir une vie heureuse, se marier, avoir des enfants, quelle que soit son identité de genre ou son orientation sexuelle. Et tu peux permettre aux parents d'entrer en communication avec leurs ados aussi, parce que c'est pas simple. C'est pas facile. Ouais. Et surtout quand on sait qu'il y a beaucoup de suicides, on a quand même 41... Encore une fois, il y a quand même entre 30 et 41% des personnes LGBT qui font ou feront une tentative de suicide parce que c'est d'abord l'acceptation de soi par rapport aux autres, parce que c'est souvent par rapport aux autres qu'on s'accepte plus que par rapport à soi-même. Et donc voilà, donc moi c'est vraiment quelque chose qu'on veut faire à travers la radio. Et puis le dernier volet qui est très important pour nous, c'est le réseau. Et le réseau, c'est d'abord parce qu'on veut répondre à toutes ces agressions LGBT-phobes qui ont lieu dans l'espace public, puisque tous les ans, le ministère de l'Intérieur publie des statistiques qui sont en constante augmentation sur les agressions des personnes LGBT. Ce sont dans les agences immobilières, dans les salles de sport, dans les banques, où on va, parce que vous êtes une personne qui a une voix masculine et qui veut simplement être appelée madame, on va vous regarder bizarrement, on va se moquer de vous, parce que vous allez déposer votre CV et que vous n'avez pas encore fait la modification des papiers d'identité, vous allez devoir être en permanence obligé d'expliquer pourquoi votre diplôme il est au nom de Frédéric, que vous vous présentez en tant que Sonia, enfin... Tout ça, c'est des choses extrêmement... Alors, ce n'est pas des agressions au sens où on entend les gens sont frappés, quoi que ça arrive, mais c'est souvent des
c'est ça, des questionnements. Par exemple, quand vous avez une personne trans et que vous lui posez la question, est-ce que vous allez avoir une opération, est-ce que vous prenez un traitement, mais on ne pose pas ce genre de questions. En fait, c'est la vie, on ne pose pas à personne d'autre. Ben voilà, c'est de la même façon que quand vous recrutez une femme, vous lui demandez pas si elle va avoir des enfants ou si elle a prévu d'être enceinte. C'est la même chose. C'est des choses qui devraient normalement. Alors, moi, je suis convaincu que les gens ne sont pas foncièrement homophobes, en tout cas pas tous. Je pense que la plupart des gens sont homophobes par ignorance. Et je pense que nous, notre rôle, justement, c'est d'éduquer et d'expliquer. Et le réseau, c'est ça. Le réseau, pour nous, c'est dans le cadre d'une démarche RSE, c'est de dire, dans les salles de sport, dans les agences immobilières, dans les hôtels, dans les banques, bref, dans tous les endroits où on reçoit du public, c'est d'expliquer que les clientes et les clients LGBTQIA+, d'abord, on est nombreux. On représente à peu près aujourd'hui statistiquement 10% de la population française. Et chez les jeunes de la génération Z, donc nés après 1997, jusqu'à 20%. Donc c'est quand même beaucoup, une personne sur 5 quand même. Et ça veut dire qu'il faut en tenir compte. Il faut tenir compte de ses clients et de ses clientes, indirectement des parents, des clients et des clientes. J'insiste beaucoup. Donc on met un petit peu sur le côté business de la chose en disant, si vous respectez vos clients, dans leur identité de genre, dans leur orientation sexuelle, sans forcément accepter, parce que l'objectif, c'est pas de vous obliger à accepter quelque chose qui est peut-être foncièrement quelque chose qui vous heurte, pourquoi pas, pour des raisons X ou Y, mais de vous dire, ce sont nos clients et il y a une façon différente de s'adresser. Quand on a une personne qui, même si sur l'état civil a un prénom masculin, par exemple dans une banque, c'est de pouvoir mettre sur le chéquier le prénom féminin, y compris lorsque la personne n'a pas fait les démarches à l'état civil, parce que nous, on peut démontrer que juridiquement parlant, c'est possible. Et donc, c'est ce qu'on essaye de faire. Ça me fait penser, et ça doit être très difficile, il y a vraiment du travail. J'ai eu du mal à faire inscrire sur mon chéquier mon nom. Oui. Parce que je suis mariée, donc par défaut, ils avaient mis le nom de mon mari, que je n'utilise pas. C'est ça. Donc j'imagine même pas quand on veut changer d'état civil, de prénom, de genre. C'est compliqué. Moi, je me souviens, alors, dans ce qui m'est arrivé, moi, je me souviens que j'ai un conjoint avec mon mari depuis des années. Je veux dire, ça a toujours été comme ça. Bon. Je me souviens une fois, j'avais envoyé un arrêt maladie à la sécurité sociale qui avait exigé, j'ai reçu un courrier recommandé, que j'ai un compte bancaire à mon prénom et à mon nom de famille uniquement. Je leur ai répondu j'étais obligé d'envoyer mon certificat de mariage, donc de la mairie, avec copie de mon livret de famille pour dire que j'étais marié et que j'avais le droit d'avoir un conjoint et que voilà. Quand je dis, mais c'est incroyable. Ce sont des combats, en fait, qu'on mène et qui ne devraient pas être menés en fait. Et c'est ce qu'on essaie de faire avec le réseau. Donc après, nous, on n'a pas une démarche de tirer à boulet rouge, justement, auprès des banques, parce qu'on part du principe que, premièrement, c'est peut-être des problèmes techniques. Et nous, on est là pour remonter les informations, pour faire en sorte que ça puisse changer, tout en étant bienveillant. On dira jamais telle entreprise est homophobe, parce que je pense qu'honnêtement, c'est pas le cas en fait. Je pense que, voilà. Aujourd'hui, vous avez dans une agence immobilière, vous avez quand même 59% des personnes LGBTQIA+, qui ne disent pas qu'ils sont rejetés en tant que personnes LGBT, parce qu'on leur demande une caution familiale, alors qu'on sait très bien que la plupart du temps, les gens ont une rupture familiale, ou vous ne pouvez pas venir avec votre copine, alors vous êtes obligé de prendre un logement pour vous tout seul, et votre copine ou votre copain n'est pas protégé, parce qu'il ou elle n'est pas sur le bail après. On a plein d'histoires comme ça, où on avait... je vous en cite un qui a été repris par Tétu. Vous aviez une jeune étudiante qui cherchait une colocation lesbienne. Elle voulait avoir une colocation entre filles. Ça n'a rien de sexuel. C'était juste parce qu'elle voulait une colocation entre filles. Voilà, je veux dire, bon. Et alors, super dossier, la maman garante tout. Et puis, dossier accepté, confirmé par écrit. La semaine suivante, la maman veut visiter l'appartement qu'a choisi sa fille. Encore une fois, rien de plus normal, j'ai envie de dire. Il visite, il vient avec le petit frère. Le petit frère, il fait une mauvaise blague en disant « Ah ben, ma sœur, tu vas pouvoir draguer parce qu'il y a plein de filles ici. » Boum, le lendemain, elle reçoit un message pour dire qu'ils se sont trompés, que finalement, ils avaient déjà loué la chambre, mais que... c'est terrible. Alors, à l'évidence, c'est de la lesbophobie. C'est une évidence. On a pour ça le défenseur des droits. Le défenseur des droits, il suffit juste d'aller voir pour le nombre de cas qui sont traités par le défenseur des droits. Malheureusement, on est toujours au stade de la dénonciation. C'est-à-dire que quand on a des gens qui sont licenciés parce qu'on pense
qui sont homosexuels. Généralement, on prend des mesures pour éloigner les gens. On ne règle pas les problèmes. Là, notre démarche, elle est positive. Elle s'inscrit dans une démarche RSE en disant, si vous êtes bienveillant avec vos clientes et vos clients LGBTQIA+, vous allez avoir plus de chiffre d'affaires parce que forcément, nous, on représente une certaine masse dans la population, vous allez avoir une meilleure image, vous allez avoir forcément plus de chiffre d'affaires et des clients qui vont être plus fidèles finalement, puisque quand vous êtes respectueux, forcément les gens y reviennent, et vous allez avoir aussi une meilleure employabilité parce qu'on sait très bien qu'aujourd'hui, dans la génération Z, des gens aujourd'hui qu'on n'arrive pas à faire travailler parce qu'ils sont très compliqués apparemment, eux, ils sont à 35% extrêmement sensibles aux mesures que peuvent prendre une entreprise justement envers le climat, envers le respect de l'égalité femmes-hommes, envers les LGBTQIA+. Et donc ça veut dire que vous allez pouvoir attirer des talents qui peut-être ne seraient jamais venus vous voir autrement en fait. Et donc c'est ce qu'on essaye de faire. Et le truc top, c'est que cette adhésion elle est payante pour les entreprises. Et c'est réinvesti à 100% pour transformer des vies. Donc c'est un cercle vertueux, ça veut dire que l'argent qu'on récupère, il permet de changer des vies. Et là, on boucle la boucle. Donc les entreprises souscrivent ou participent au réseau, contribuent financièrement à la fondation Queerasio par cet intermédiaire. Cet argent est redistribué. Et en souscrivant au réseau, il y a des actions de formation, c'est ça. Donc nous, de sensibilisation. On les forme. Ouais. Il y a une formation qu'on a fait très complète. On a aussi un système de questionnaire. Donc on a un autocollant qu'on peut apposer en vitrine. Donc l'avantage de cet autocollant, c'est qu'il est multicommerce. Ça veut dire que vous alliez dans une banque, dans une pharmacie, dans un hôtel, dans un Airbnb, vous avez toujours le même autocollant. Et vous savez que quand vous rentrez là, la personne est formée. La personne, elle va vous respecter, elle ne va pas vous mégenrer. Alors le mégenrage, c'est le fait d'appeler une personne transgenre monsieur alors qu'elle vous a demandé de l'appeler madame et le sens contraire. Que vous ayez ou pas l'apparence du genre que vous revendiquez en même temps. Et donc, quand vous rentrez là, vous avez ça. Donc ça, c'est super important. C'est un label, en fait. C'est un label, c'est une sorte de je rentre là, je sais que je rentre dans cette agence immobilière, je peux y aller avec ma copine, je peux dire qu'on est ensemble, on ne va pas me poser des questions de qui dort dans le canapé et qui dort dans... Voilà, et on ne va pas me regarder de travers. C'est ça l'esprit de cet autocollant-là. Ensuite, on a des petits chevalets qu'on distribue avec un QR code. Quand le client scanne, le client ou la cliente est largement invité à scanner, il y a un questionnaire qui nous permet à nous d'établir un score, un NPS, qui est remis à l'établissement et qui nous permet de mesurer l'accueil bienveillant et inclusif. Et donc, on a aussi des bénévoles mystères qui se rendent dans les établissements, pas pour faire de la chasse aux sorcières, parce qu'encore une fois, ce n'est pas du tout notre but, mais c'est pour vérifier que tout se passe bien, que la formation a bien été assimilée et au besoin de reformer les gens, de faire un retour, de reconstruire. Peut-être qu'on a raté quelque chose, peut-être qu'on a mal expliqué. Ou c'est une nouvelle personne. Ou peut-être une nouvelle personne qui n'a pas suivi la formation. On remet un diplôme aussi, donc c'est super important, parce que je pense que même sur le plan de la carrière professionnelle, c'est important de montrer qu'on est ouvert à ces difficultés du quotidien, finalement. Et donc voilà, donc ça calcule ce NPS et lorsque on a un NPS négatif, c'est-à-dire un NPS qui est inférieur à 7, nous informons immédiatement, alors c'est automatique, on informe l'établissement pour lui dire qu'on a eu un problème à l'accueil. Et donc on ouvre un dossier, on demande à l'établissement de justifier, de nous expliquer ce qui s'est passé pour qu'on mette en place des mesures correctives. Et donc si après c'est le collaborateur qui ne s'est pas bien comporté, c'est un problème RH, mais bon ça c'est autre chose en fait. On a un système d'affiches aussi. Donc on a fait des affiches. Alors on avait vu une association au Canada qui mettait dans les toilettes publiques une affiche en disant dans les toilettes des garçons, en mettant donc c'est marqué il n'y a pas de poubelle dans ces toilettes à tampons, vous êtes transphobe. Vous, c'est violent, je trouve, parce que vous entrez dans les toilettes pour faire vos besoins, et puis tout de suite, vous êtes agressé
vous êtes agressé, c'est un peu violent. Donc nous, on a repris le même principe, sauf qu'on n'agresse pas les gens, parce qu'encore une fois, c'est pas du tout notre façon de faire. On a fait une affiche en disant, d'abord on a mis une personne dont on ne peut pas forcément identifier le genre, parce qu'on pense aussi aux personnes intersexes qui vont venir, mais aussi aux personnes trans qui n'ont pas fait d'opération forcément, et donc de dire, ces personnes-là ont besoin, potentiellement, dire que toutes les personnes qui ont leurs règles ne sont pas forcément des femmes au sens biologique. Et donc, c'est normal qu'il y ait une poubelle à tampons. Donc, on est plutôt dans une démarche d'explication, en fait, de sensibilisation. Et je pense que c'est comme ça que ça marchera. Parce que je crois que si on n'est pas respectueux envers les autres, on ne peut pas exiger du respect. Ça, pour moi, c'est une évidence, en fait. Et donc, c'est un peu ça qu'on fait, en fait. Donc, le réseau, c'est très important pour nous. C'est une façon aussi pour nous de nous permettre de mener nos actions. Bien évidemment, le don des particuliers. Voilà. Tout ça, c'est Queer You. Et Queer You, c'est un peu la famille qu'on n'a pas, en fait. C'est un peu ça, l'idée derrière. C'est de dire qu'on est d'autres. Qu'est-ce qui vient après? C'est quoi la prochaine étape ou c'est quoi le rêve? Le rêve pour Queer You, c'est que ça s'agrandisse. Donc moi, je suis très content parce que je rencontre plein de gens. Donc déjà, ça c'est bien. Je rencontre plein de gens bienveillants. Je suis content récemment d'avoir rencontré Alexandre Mema, qui est au top management de la Société Générale, qui a rejoint le conseil d'administration. Donc ça, c'est bien. Moi, ce que je souhaite après pour Queer You, c'est que, ça me dépasse. Ça, c'est hyper important parce que j'ai pas appelé ça la Fondation Christophe. Non, j'aurais pu, mais j'ai pas cette dimension-là d'ego. Ce que je veux, c'est que ça continue à fonctionner plus tard et que ça devienne une référence et qu'on puisse aider de plus en plus de personnes. Moi, mon souhait, c'est qu'on puisse aider 500, 600 personnes. Et on a plein de... On peut aider les gens dans plein de... Donc, on a 6 champs d'action. On a l'entrepreneuriat, donc aider à la création d'entreprise, parce que pour 41% des personnes LGBTQIA+, créer une entreprise, c'est une forme d'émancipation, et surtout, de ne pas avoir à dépendre d'une hiérarchie qui pourrait potentiellement être nuisible à sa qualité de vie ou à son envie d'entreprendre. La formation, on en a parlé tout à l'heure, donc soit envoyer des gens en formation parce qu'ils ont choisi la formation, c'est la reconversion professionnelle, et de dire, c'est pas parce que on n'a pas les moyens qu'on peut pas avoir la possibilité de faire autre chose. On est le premier fonds privé qui finançons les dépassements d'honoraires des réaffirmations de genre, parce que moi je pars du principe qu'aujourd'hui, on n'est pas né dans le bon genre, on voudrait se conformer à son identité de genre, et puis on n'a pas forcément les moyens parce que les dépassements d'honoraires, ça peut parfois aller jusqu'à 6 000 € pour une mammectomie, par exemple. C'est beaucoup. Donc, est-ce qu'il faut attendre 30, 40, 50 ans pour enfin pouvoir vivre la vie qu'on voudrait vivre? Donc là, on peut amener ce petit coup de pouce. Dans le logement, on a récemment aidé une personne qui était réfugiée russe, LGBTQIA+. Je suis content parce qu'elle vient d'avoir... elle a été reconnue en tant que... son titre de séjour, mais il n'avait pas les moyens de payer son loyer, donc on a financé 6 mois de loyer, par exemple. Donc ça, c'est quelque chose d'incroyable, parce qu'en fait, ils ne remboursent pas. C'est vraiment un don qu'on leur fait, et c'est vraiment une aide ponctuelle. On aide aussi la famille, à la création de famille, au soutien des enfants aussi, parce qu'il y a un cliché qui dit ouais, les personnes LGBTQIA+, elles ont plus de moyens que les autres. Ça peut être vrai, pas forcément, mais quand on éduque des enfants, on n'a pas forcément les moyens de payer les fournitures scolaires ou d'envoyer les enfants en vacances. Et donc là, on peut donner le petit coup de pouce qui va bien. Et puis surtout la vieillesse. La vieillesse, c'est très important pour nous. Donc pour les personnes qui ne sont pas en situation de dépendance, ça va être par exemple de financer les travaux pour remplacer une baignoire et avoir une douche à la place. Des choses comme ça. Ça peut être aussi simplement pour une personne qui est dans un EHPAD, lui permettre une fois dans sa vie, dans son existence, de l'emmener quelque part avec un bénévole, faire une sortie, un restaurant, un spectacle. On a fait cette année, on a financé 10 personnes qui ont pu voir un spectacle avec des personnes drague et un repas. Et ça fait passer une belle soirée. Donc nos aides, elles sont vraiment différentes.
Et les montants peuvent être à la fois des petits montants, mais comme des gros montants, en fait, finalement. Évidemment, ça dépend des capacités que nous avons et des donateurs et des donatrices qu'on a. En fait. Donc voilà, donc, pour demain, moi, ce que je voudrais, c'est que ça me dépasse. Ça, c'est important, parce que moi, je consacre tout mon temps. C'est vrai que je travaille à 100% pour Queerasio, et que ça continue, et que ça devienne une référence, et que quand on a besoin, et qu'on puisse se dire, voilà, moi, je sais que quelque part, il y a des gens qui sont là, qui me ressemblent, Queerasio, qui sont comme moi, et qui vont pouvoir m'aider, en fait. M'aider à avancer, m'aider à franchir une étape dans ma vie. Un peu comme moi, j'ai eu cette chance d'avoir cette étape, d'avoir franchi plusieurs étapes de ma vie, et puis d'avoir réussi, finalement, parce que bon, moi, je suis quand même plutôt à l'abri maintenant. Alors, si tu pouvais parler au Christophe qui devait repiquer sa 3e et qui finalement s'est sauvé dans un internat. Si je lui parle à lui, je lui dirais accroche-toi parce que tu vas avoir un avenir incroyable. Et voilà quoi. Moi, je me dis toujours, quand je regarde, quand je m'interroge, je me dis toujours, mais comment ça se fait ? Je suis toujours dans l'interroge. Je suis toujours étonné finalement de mon parcours. Et voilà quoi. Donc je dirais accroche-toi. Et comme je le dirais aux autres, accrochez-vous en fait. Accrochez-vous, n'ayez pas peur. Même si on vous dit que c'est pas possible, accrochez-vous, continuez. Et mon émancipation, moi je la dois par rapport aux gens qui m'ont aidé, je la dois par rapport à ma connaissance de l'informatique. Moi j'avais un mentor qui me disait qu'il était en admiration parce que moi je pouvais faire tout ce que je voulais avec un ordinateur. C'est vrai, je peux écrire tout ce que je veux avec un ordinateur. Et puis je la dois aussi par la création d'entreprises parce que moi j'ai créé des entreprises. Et donc voilà, donc prendre des risques et ne pas avoir peur de continuer et de se dire oui je suis différent. Et alors ? Des inspirations, des bouquins que tu recommanderais ou des podcasts ? Ma première inspiration, moi, c'est l'Ancien Testament. Parce que moi je ne suis pas pratiquant, mais c'est mon grand-père paternel qui me lisait l'Ancien Testament quand j'avais 3-4 ans, je crois. Et ma mère m'a toujours dit que quand elle passait, il parlait de moi en disant que ça serait... Enfin, il avait le sentiment que ça se passerait bien pour moi. J'y puise beaucoup de valeurs qui sont les miennes aujourd'hui, le pardon, le respect, aider son prochain. Alors, je vous parle de l'Ancien Testament, mais est-ce que c'est vraiment finalement en rapport avec la religion ? Je ne pense pas, on devrait tous... Des valeurs humaines. C'est des valeurs humaines qu'on devrait tous avoir finalement. En termes de podcasts, il y en a plein. J'en ai pas un forcément en référence. Et mon inspiration, je la puise aussi chez nos bénéficiaires. Parce que ça, c'est super important de se dire, tous les jours, quand on peut avoir des gens qui... Il faut voir les messages qu'on reçoit en remerciement. Moi, 1 an ou 2 ans après, j'ai encore des gens qui me téléphonent pour me demander comment ça va, qui me racontent leur vie. Et c'est chouette, quoi. On a le sentiment d'être utile. En fait, c'est ça. On a le sentiment d'être utile, de faire quelque chose d'important et qui change la vie. Voilà. Donc voilà, mes inspirations, je les puise plutôt là, en fait. Super. Dernière question. Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter à toi, Christophe, à ce stade de ton parcours ? Ce qu'on peut me souhaiter, c'est que je puisse continuer à développer Queerasio, que je puisse arriver à convaincre encore plus d'entreprises de nous rejoindre, de croire en ce qu'on fait et voilà quoi. Donc c'est ça. Bon après moi sur le plan personnel ça va. Moi je suis marié, j'ai fêté 34 ans de vie commune. 12 ans de mariage, donc moi je suis bien, je suis content, en ayant conscience que tout peut basculer. C'est ça qui est important. Il ne faut jamais oublier, et j'oublie jamais d'où je viens, ça c'est très important. Je pense que c'est pour ça que je m'intéresse beaucoup aux gens, c'est parce que moi je vis bien, mais j'oublie pas les gens. Dernièrement, j'ai financé... un monsieur qui ne pouvait pas venir sur Paris en entretien parce qu'il attendait son chômage pour se payer sa carte de réduction de transport. C'était pas grand-chose, c'était 50 €. Mais je lui ai payé et voilà, il a pu. Et c'est chouette, moi, je trouve. C'est magnifique. Voilà. Et donc, c'est pour ça que je disais que ce n'est pas forcément des montants, en fait. Ah non, ça peut être des petits montants. Là c'était nécessaire pour pouvoir aller à Paris, en fait, pour prendre le train. Voilà. Bon, j'ai payé les billets de train aussi. Merci pour tout ce que tu fais. Je te souhaite à toi. plein de succès et merci d'être venu. Merci de m'avoir invité.